Lorsque je commence une conférence sur la prise de parole en public, j'observe à peu près tout le temps les mêmes regards, les mêmes attentes, les mêmes interrogations. Comment est-ce qu'il va commencer son propos? Quel mot magique? Quelle formule chamanique? Bonsoir. C'est peut-être par ça déjà que l'on peut commencer, avec ce léger contre-pied, plutôt que de vous matraquer avec une citation d'Hegel ou Woody Allen. J'aurais pu. Qui aurait peut-être créé l'ennui, peut-être mieux un sentiment de frustration. Mais il n'a pas dit bonjour. Il ne nous a pas salué. Ça s'appelle un contre-pied, c'est pas être à contre-cœur. Hein? Et c'est très connu en réalité, si vous y réfléchissez bien. De commencer par le sujet, ce dont on va parler, raconter une petite fable, une petite histoire, et puis ensuite saluer. C'est exactement comme ça que commencent les infos sur la radio ou à la télé. France Info, il est 18h, les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça s'appelle la captation d'audience. Vous avez compris qu'on a déjà commencé le propos relativement à la conférence de ce soir. La captation d'audience, alors c'est très intéressant dans le discours parce que à chaque fois que l'on est dans le discours, à chaque fois que la parole commence, finalement, eh bien, le discours commence lui-même. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le discours et qu'il ne faut jamais le louper, c'est qu'il y a deux intros en fait dans un discours. Il y a celle que l'on n'a pas encore commencée, qui va contextualiser un petit peu le thème de cette conférence. Je n'oublie pas qu'on est à l'université, donc on va aussi garder un certain thème ou un certain décorum par rapport à l'université, en espérant d'être un peu moins ennuyant ou ennuyeux que certains de vos cours. Je ne citerai aucun de ceux-là. Et puis, cette captation d'audience qui s'appelle l'exorde. L'exorde, ce sont les premiers mots du discours. C'est ceux qui sont censés être ceux que l'on va retenir. L'exorde a son opposé à la fin, coquetterie du genre, coquetterie de la rhétorique. On n'appelle pas conclure lorsqu'on finit un discours, on appelle ça effectuer une péroraison. L'exorde et la péroraison. De l'exorde à la péroraison, c'est l'intégralité du discours. L'exorde, c'est la captation d'audience, c'est-à-dire que je vous ai raconté une petite fable, j'ai peut-être suscité chez vous une certaine frustration de ne pas vous avoir dit bonjour, et puis finalement le contre-pied, la surprise, ou pas, parce que des fois c'est un petit peu tarte à la crème, c'est un petit peu téléphoné, hein, et puis le bonjour, très sincère, qui en général s'accompagne des remerciements que l'on fait à la puissance invitante, en disant à quel point on est ravis. C'est vrai, parfois c'est pas toujours avec un grand fond de vérité, mais en tout cas ce soir c'est un véritable plaisir d'être là. Merci à tous ceux que je reconnais ici et effectivement avec qui on a eu un certain nombre de belles expériences et j'espère qu'on pourra renouveler ces expériences-là d'ici peu avec la nouvelle génération de candidats de l'ICIAS 2020, hashtag l'ICIAS 2020. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Merci aussi à l'ensemble du DSEG, la nouvelle doyenne, d'avoir permis aussi la mise à disposition de ces locaux. Voilà les deux éléments de l'exorde. Vous avez d'un côté la captation d'audience. Ça, c'est pour saisir les gens. En général, on y met la voix, ça force un petit peu le trait, un peu le ton. On est parfois aussi dans l'effet de manche. On est dans la surprise, je vous l'ai dit, à contre-pied, jamais à contre-cœur, toujours avec bienveillance, bien sûr. Et puis la captation de bienveillance, l'audience d'abord, la bienveillance ensuite, parce qu'on remercie. Alors là, on est sûr que l'on va flatter au moins une partie de son auditoire, c'est-à-dire ceux qui vous invitent. Voilà. Captation d'audience, captation de bienveillance. Vous pouvez trouver que ça serait normal d'être plutôt dans la captation de bienveillance d'abord, c'est-à-dire dans le remerciement. Oui, parce que le remerciement, la politesse, c'est normal, mais c'est un petit peu banal, c'est un petit peu fade. Alors voilà pourquoi on commence par ces éléments un petit peu déroutants. Pour rentrer davantage dans le détail ou dans le cœur et proprement dans l'introduction de ce thème, la prise de parole, je n'oublie pas qu'on est à la fac de droit, et donc à la fac de droit, il faut distinguer. Alors distinguons.
Déjà, conceptualisons peut-être les mots. Prendre la parole, imaginez la violence. Prendre la parole, c'est l'arracher à quelqu'un d'autre, forcément, ou la prendre illégitimement. C'est la prendre à quelqu'un qui ne vous la donne pas, c'est la prendre dans un moment où on ne vous attend pas. C'est surtout la prendre de manière peut-être pas toujours légitime, mais c'est surtout ne pratiquement jamais la rendre. Il y a une véritable violence qui est faite dans le discours, parce que vous êtes forcé de l'écouter, à votre corps défendant parfois. Parfois avec complicité, comme ce soir, mais il y a néanmoins peut-être des mots qui, ce soir, ou des expressions, ou des exemples, ou peut-être même des personnages que je citerai, qui ne vont pas vous plaire. Tant pis pour vous. J'ai pris la parole. Et je ne la rendrai pas avant les 45 prochaines minutes, à peu près. Donc, il faut avoir conscience. Il faut avoir conscience que la prise de parole est un exercice solitaire, sans jeu de mots excessif, mais est un exercice extrêmement pénible et compliqué. Deuxième élément, je n'oublie pas l'université, alors la biographie, on citera différents textes. Les anciens avaient tout compris, parfois certaines sources sont trop vieilles, mais là, Aristote et la rhétorique, qui n'est pas un gros mot, Cicéron et l'orateur idéal, Montaigne, Pascal, Hugo, tous ont écrit un peu sur ce qu'est la parole ou ce que doit être la parole. Plus récemment, Bertrand Perrier, la parole est un sport de combat. Vous le comprenez, dans le titre, justement, il y a quelque chose qui est entre le don de soi et la violence à l'autre. Et il l'explique bien en disant que la parole est un sport de combat parce que c'est un sport, effectivement, on s'entraîne, et on verra différents éléments de manière de s'entraîner, et c'est un rapport de force, c'est un rapport qu'on qualifie d'agonique, alors pas agonique au sens de l'agonie, au sens de laisser péricliter, au sens du dieu Agone, le dieu de la confrontation, le dieu de la compétition, Agone, avec un A circonflexe. Et Agone donne agonique, le rapport agonique, c'est-à-dire cette violence faite à l'autre dans la contradiction, cette volonté de ne jamais laisser tomber, téméraire ou pas, je prendrai la parole et j'essaierai d'éliminer mon adversaire par mes mots. En tout cas, si je ne l'élimine pas physiquement, j'éliminerai quelques traits de sa pensée pour remplacer la pensée, la sienne, par la mienne. Des éléments de biographie, je vous les ferai passer justement parce que Bertrand Perrier a un nouvel ouvrage qui est sorti hier. Le premier, c'est « La parole est un sport de combat ». Le deuxième est un petit peu plus coquin dans le titre, « Sur le bout de la langue », ça s'appelle. C'est un dictionnaire florilège d'un certain nombre de terminologies, de mots un peu savants ou cocasses que l'on retrouve et que l'on utilise parfois dans la rhétorique lorsqu'elle est surtout théorisée. On fera de la pratique, on fait quelques éléments de théorie là, mais c'est terminé. Pour la référence, c'est chez Lapès. Voilà, donc je vous transmettrai une bibliographie. Distinguer ou accompagner. C'est quoi la prise de parole? De quoi est-ce que ça se rapproche, la prise de parole? Il n'y a pas de championnat du monde de prise de parole, il y a des championnats interuniversitaires de prise de parole. En tout cas, ce sont des concours de plaidoirie et d'éloquence, ce n'est pas exactement de prise de parole. Alors c'est quoi la prise de parole? C'est un mélange d'un peu tout, d'un peu d'autres disciplines qui existent. Bien sûr, le théâtre pour la scénarisation, la théâtralisation parfois du propos, la danse, pourquoi pas, pour l'occupation sans dire quoi. Je ne vais pas terminer avec cloche-pied, je vous rassure, mais pour vous dire qu'il y a aussi une présence scénique, une occupation de la scène que la danse peut amener, le chant pour le souffle et la portée de la voix, la musique pour la musicalité des mots, des rimes, la boxe, on vient de le dire, comme sport de combat. Voilà des éléments qui sont proches de l'éloquence et de la prise de parole en public. Maintenant, ce que n'est pas la prise de parole en public. On a bien dit ici, et c'est le titre ou le sous-titre de cette conférence, prendre la parole pour convaincre ou affirmer son leadership. C'est-à-dire qu'il faut convaincre, on convainc par des idées, par un message structuré. Et puis, le leadership, puisque en ce moment, la question est toujours de savoir, est-ce que c'est le plus important dans l'entreprise, c'est quoi? Est-ce que c'est le management ou le leadership? Je déflore un peu le sujet si j'ai le temps d'en reparler tout à l'heure, mais désormais, après une cinquantaine d'années de managing et de management, on en vient à dire que désormais, dans l'entreprise, ce qui est important, ça n'est pas le management, mais c'est le leadership. C'est-à-dire, on arrête d'aboyer sur les collaborateurs,
ou sur les inférieurs, les N-1, on en fait des collaborateurs avec qui on discute. Et là, la parole est plus libérée, et celui qui a le leadership doit l'avoir de manière incontestée, avec un message clair, unique, direct, incontestable, incontesté, puisqu'il sera dans son message incontestable, parce qu'il sera clair, parce il aura une aura grâce à sa prise de parole. Ce que n'est pas, donc, la prise de parole. La prise de parole, ce n'est pas du stand-up. Et trop souvent, lorsqu'il y a des concours de plaidoirie ou d'éloquence organisés au bureau, dans les MJC, dans les maisons de quartier, à l'université, dans les entreprises, on va glisser très rapidement vers le stand-up. C'est-à-dire le comique. Alors moi, je n'ai rien personnellement contre le stand-up, c'est un art d'ailleurs que j'apprécie fortement, mais lorsqu'il est contenté ou consigné dans sa case. Le stand-up n'est pas là pour convaincre. Il est là pour plaire, pour faire rire. Mais on ne véhicule pas une idée, on ne véhicule pas un message par le rire. Justement, et c'est pour ça que les anciens... Vous savez que sous Cicéron, la société était divisée, un peu comme le tiers-état divisait... l'organisation des ordres avant 1789 était organisée, tiers-état, noblesse... etc. C'était une discussion aussi très importante de diviser Rome. Et parmi ceux qui étaient la lie de Rome, il y avait les comédiens. Parce que les comédiens ne faisaient pas penser. Parce que les comédiens divertissaient. Parce que les comédiens éloignaient donc du sérieux, de l'art oratoire qui devait être consacré soit à la justice, l'éloquence judiciaire, soit à la politique, l'éloquence délibérative ou parlementaire, soit à l'éloquence épidictique ou démonstrative, c'est-à-dire les éloges funèbres, les guerriers, les éloges funèbres de ceux qui ont été des grands personnages de la cité. Donc les comédiens, parce qu'ils divertissaient, parce qu'ils faisaient rire, étaient exclus de la société, preuve probablement aussi qu'ils étaient un danger. On le sait, l'opium du peuple, c'est pas forcément des mots, ça peut être le foot, ça peut être le tiercé, pour reprendre un passage d'une chanson de Renaud. Le stand-up ne véhicule pas d'idées, il ne véhicule pas de message, il fait rire, et c'est pour ça qu'il n'est pas un élément de conviction. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu Gad Elmaleh, alors forcément je le prends directement, c'est évident, il y a un petit moment qu'on l'a pas entendu, pour cause, et ça fait combien de temps que vous n'aviez pas écouté Gad Elmaleh et que vous aviez trouvé un élément de conviction, de cause. On ne défend jamais une cause dans un stand-up, d'accord? Mais c'est très frustrant. Parce que si vous organisez un concours de plaidoirie où le jury c'est le public, vous êtes 100% certain que le jury votera pour celui qui les a fait le plus rigoler. Parce que le public, c'est le public. Il vient là pour être diverti. Si vous faites la même chose, 2 prix dans un concours plaidoirie, un concours plaidoirie qui est avec le premier prix d'éloquence distribué par un jury professionnel ou de personnes aguerries aux règles de la prise de parole en public, et on verra ses codes, ses styles, dans un instant. Vous allez avoir la personne qui aura été le plus dans le cadre, le plus dans l'éloquence, qui aura manipulé le plus sa gestuelle avec la mobilisation de son esprit et de son argumentation. Et puis vous allez avoir le jury, le prix du public, et parfois, celui qui est lauréat du prix du public, c'est celui donc qui a fait rire le plus le public, il est souvent dernier du classement des membres du jury professionnel. Parce que justement, il n'aura pas mobilisé les bons arguments, il n'aura pas mobilisé les bonnes manœuvres, les bonnes techniques, et il n'aura pas tenté de faire convaincre, il aura tenté de faire rire. Et c'est là le drame, et c'est là aussi parfois la difficulté dans le stand-up. L'œuvre de convaincre, la prise de parole n'est pas non plus du stand-up, parce que dans le stand-up, on va s'arranger un petit peu avec la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire, et on va être dans un viatique langagier, c'est-à-dire un vocabulaire, pour faire simple. On va être dans un viatique langagier extrêmement sommaire. On ira peut-être même jusqu'à dire des gros mots. Et c'est impossible
dans un concours d'éloquence. Éloquence rime avec élégance. Belle maîtrise de la langue française, belle maîtrise des figures de style, belle maîtrise de la syntaxe, belle référence littéraire. Le tout en essayant d'être dominateur, conquérant, pas chiant donc, et d'essayer d'imposer au moins de temps en temps, allez, une phrase sur 3, une phrase sur 4, un message. Convaincre, c'est faire passer un message, forcément. Sinon, c'est le rire. Mais on n'a jamais inféré une idée d'un autre. Au contraire. Un sentiment de bien-être, oui, mais pas une idée. Et puis l'éloquence, eh bien, contextualisons-la jusqu'au bout, l'éloquence a le vent en poupe, c'est la mode. Bah, regardez-nous ce soir, on est là autour, à passer 18 heures, à discuter de la prise de parole en public. Effectivement, la généralisation, la vulgarisation des ouvrages, ceux de Bertrand Perrier, je les ai cités, mais aussi la généralisation des concours dans les maisons de quartier, dans les universités, dans les entreprises, dans les tiers-lieux, et surtout dans l'entreprise. Désormais, la parole est en train de reconquérir ses lettres de noblesse. On appelle ça la déconnexion, et on essaye de se reparler en direct et un peu moins par email. Donc on essaye de se parler, et il y a un vrai engouement. Eloquentia dans le Nord-Paris, qui donne le film à voix haute, Le Brio, bien évidemment, avec Daniel Auteuil, Camille Jorvana, qui a donné la popularisation de ces concours d'éloquence. Un prime time sur France 2 il y a 6-8 mois. Là aussi, on voit que le sujet est actuel, mais il est paradoxal. Tout le monde veut parler, tout le monde veut s'exprimer, à défaut probablement de pouvoir être entendu. Mais avez-vous entendu les gens se parler dans les transports en commun? C'est d'une violence inouïe. On ne sait plus parler. On ne sait plus se parler. On aboie, comme on aboierait sur Twitter, mais la vie, c'est pas Twitter. Alors on se mire dans des vidéos YouTube, comme d'autres se miraient le narcisse dans sa flaque de goût, mais à la fin, lorsque l'on doit prendre la parole, on est des véritables handicapés verbaux. On aboie, on parle plus, on ne sait plus demander poliment quelque chose. Et c'est paradoxal. Tout le monde veut parler, mais on s'agresse. Il y a, je l'ai dit, une violence dans la prise de parole. Parce que convaincre à un moment donné, c'est forcer quelqu'un à penser comme soi.